Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous ce soir pour ce dernier Maditalk de l'année. Ce soir, on va parler de réseau et plus particulièrement d'accès à Internet et de connectivité. Alors, on attendait une centaine de participants ce soir, mais apparemment les bouchons et la pluie ont fait leur travail, donc on va laisser les gens arriver au fur et à mesure. Alors, on a la chance ce soir d'avoir 5 intervenants experts dans leur domaine avec nous pour discuter du réseau. On va commencer par vous, Cédric. Vous êtes responsable de l'innovation et de l'expérience design chez Outscale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites concrètement ? Alors, concrètement, ça va peut-être être compliqué. Je vais déjà rappeler un petit peu qui est Outscale. Donc, Outscale, créé en 2010, on est le premier cloud qu'on a appelé souverain français, donc cloud, opérateur de cloud made in France. Donc, alors, le cloud, c'est un grand mot dans lequel on peut mettre plein de choses. Notre métier, c'est de fournir de l'infrastructure. Donc, vous avez parlé d'Internet. L'infrastructure, c'est ce qui va permettre de déployer des sites web, plein de services, de récupérer les informations sur vos téléphones et de balancer les mises à jour, de traiter toutes les données. Voilà. Nous, notre métier, c'est de fournir la capacité de traiter toutes ces informations de tous les terminaux qui sont connectés à Internet. Et donc mon rôle au sein d'Outscale, c'est donc cette partie innovation et expérience, c'est d'être certain que nos clients trouvent des solutions qui vont correspondre à leurs besoins au sein du cloud et trouver plus que juste de l'infrastructure finalement, mais quelque chose qui va leur permettre d'industrialiser toutes leurs solutions. Alors justement, Outscale a lancé du cloud à la seconde. Alors qu'est-ce que ça représente ? Alors le principe du cloud, c'est de l'infrastructure à la demande. C'est-à-dire, tout comme l'électricité, je ne veux pas payer l'électricité quand je ne l'utilise pas. L'infrastructure, il y a plein de moments où j'en ai pas besoin. Donc, le principe du cloud, c'est de dire, en tant que client, j'ai besoin d'infrastructure pour faire tourner des calculs, pour lancer des mises à jour, etc. À ce moment-là, je paye. Et le reste du temps, je n'ai pas besoin de payer, je n'ai pas besoin d'infrastructure. Donc ça, c'est le modèle du cloud qui est généralement fait à l'heure, au quart d'heure. Et en fait, depuis septembre, on a décidé que c'est bien, mais c'est encore des unités de temps trop larges. Donc maintenant, c'est à la seconde. Alors, on va rester dans le cloud avec Tristan. Alors, vous, Tristan, vous avez quand même fondé Mozilla Europe en 2003, il faut quand même le rappeler. Et aujourd'hui, vous êtes chez Cozy Cloud, qui propose un cloud personnel. Oui, donc voilà, je m'appelle Tristan Nitto. Les gens me connaissent surtout parce que j'ai travaillé 17 ans chez Mozilla, parce qu'avant Mozilla Europe, j'étais un des premiers employés de Netscape. Alors ça fera sourire les plus vieux et puis les jeunes se gratteront la tête. Donc voilà, moi je suis tombé dans l'Internet et l'informatique quand j'étais tout petit. Et puis j'ai trouvé que l'Internet, c'était formidable, mais on pouvait changer. Il y avait plein de choses à changer. Au début, il fallait changer les navigateurs et c'est pour ça que j'ai fait Firefox, qui a connu un certain succès avec 500 millions d'utilisateurs. Et puis, il y a 2 ans, presque 2 ans, je me suis dit, c'est bien beau, voilà, la concurrence qui n'existait plus au sein des navigateurs est maintenant rétablie. Au début, il n'y avait que Internet Explorer avec 95% de part de marché. Le problème, il est résolu. Il y a plein de navigateurs qui sont pour la plupart open source. Tout va bien. Le problème maintenant, c'est plutôt les données personnelles. C'est là que j'ai décidé de rejoindre le projet Cozy Cloud, qui est aussi un projet de logiciel libre et open source, mais pour faire du cloud personnel. C'est-à-dire, au lieu de mettre toutes nos données chez Google et chez Facebook, qui sont centralisés là autour d'un algorithme ou de plusieurs algorithmes fournis par ces gens-là, eh bien, on va plutôt avoir des clouds personnels, donc des ordinateurs ou des ordinateurs virtuels, des virtual machines, qui contiennent toutes mes données et il n'y a que moi qui peux y accéder. Et les marques, les sociétés peuvent envoyer une application qui va tourner au milieu de ces données, m'offrir un service innovant sur la base de mes données, mais sans pour autant récupérer une copie de ces données. Donc, au lieu d'avoir quelques grands silos de données qui contiennent des données de milliards de personnes, littéralement, hein, c'est le cas de Facebook, et d'en avoir peut-être une douzaine dans le monde, eh bien, je veux qu'il y en ait, idéalement, si on réussit, il y en aura autant que d'internautes, c'est peut-être 7 ou 10 milliards de cloud personnels où on pourra installer des applications pour utiliser nos données personnelles et avoir des services innovants sur la base de ces données. Alors, c'est dédié au grand public ou aux entreprises ?
Alors, l'utilisateur final, c'est le grand public, c'est l'individu. L'entreprise a aussi quelque chose à dire. L'entreprise, en fait, aujourd'hui, avec le système Google, Facebook, cette ultra-centralisation des données, en gros, tout le monde est perdant. C'est-à-dire que c'est pas bon pour la vie privée des individus, mais c'est pas bon non plus pour les marques et les sociétés pré-numériques qui avaient monté un business et qui se retrouvent à se faire doubler, à se faire ubériser, si vous me permettez les gros mots, par Google et Facebook. Donc les marques ont aussi un rôle à jouer en se disant, dans l'avènement du cloud personnel, eh bien, j'ai une carte à jouer. En changeant les règles du jeu, sans me laisser dévorer la laine sur le dos par Google et Facebook, eh bien, je peux aider à l'avènement du cloud personnel qui va me donner la possibilité d'avoir des services innovants auprès du consommateur. Alors, Alexis, vous avez fondé Dashlane en 2009 avec une double ambition. C'était déjà de faciliter la vie des internautes et aussi de sécuriser leurs données. Exactement. Alors, c'est vrai que nous, on travaille également sur l'identité et la propriété de l'identité. Finalement, de la même façon, on essaie de rendre les données, la propriété des données à l'utilisateur. Et finalement, on a un gestionnaire de mots de passe aujourd'hui, un portefeuille électronique. Il faudra sécuriser des données sur vos machines, de les transférer d'une machine à l'autre, mais dont vous êtes le seul à être le seul ou la seule à avoir accès. Donc nous, on n'a accès à absolument rien. Vous pouvez avoir vos mots de passe, adresse, numéro de téléphone, carte de crédit. Vous pouvez les utiliser sur Internet très facilement, mais en gardant la propriété. Et si vous voulez, aujourd'hui, il y a une sorte de paradoxe qui est que vos données les plus sensibles, vous avez des milliards d'utilisateurs qui utilisent des millions de sites, et en fait, toutes vos données sensibles, elles sont éparpillées un petit peu à droite à gauche. Et nous, on travaille à la fois fluidifier cette communication, mais surtout à essayer de rattraper ces données et de rendre la propriété à l'utilisateur. Vous comptez combien d'utilisateurs aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a 6 millions d'utilisateurs. Dans combien de pays ? Je ne saurais pas vous dire combien de pays, mais je pense qu'on doit être dans 100-120 pays à peu près. Très bien. Merwan, vous êtes à la direction du laboratoire de mathématiques et d'algorithmique de Huawei, et vous êtes plutôt axé sur le développement en fait, de la 4G et de la 5G qui devrait arriver d'ici 2020. Oui, donc rapidement, en fait, je suis directeur du laboratoire mathématique algorithmique de Huawei sur 2 sites, à la fois à Paris où je dirige 70 mathématiciens et également à Moscou, parce que nos collègues russes sont également très bons en mathématiques et également autour de 60 mathématiciens. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Huawei est un grand groupe international chinois, à peu près autour de 170 000 personnes, avec une croissance assez importante, avec 3 segments d'activité. Le premier, c'est les infrastructures réseau. Le deuxième, c'est tout ce qui concerne les consumers, donc principalement les terminaux mobiles. Et le troisième, c'est le secteur de l'entreprise, à savoir les PABX, c'est autour de ça. Ce qui est assez intéressant sur cette boîte, c'est que la moitié des effectifs est de la R&D. Ensuite, il faut placer le contexte. À peu près, je dirais qu'il y a 60 000 personnes qui font du développement et autour de 10-15 000 personnes qui font de la recherche pure, dans le sens qu'on connaît dans le monde académique. Les domaines sur lesquels on travaille sont de 4 en tout cas. Il y a principalement la 4,5G, donc les évolutions de la 4G. La 4G a été déjà déployée, donc en termes de recherche et de mathématiques algorithmiques, on travaille principalement sur les évolutions de la 4G, avec des déploiements dès cette année autour d'un système qu'on appelle 4,5G avec du narrowband IoT, donc assurer la connectivité des réseaux à travers tout ce qui est l'Internet des objets sur des réseaux cellulaires. D'accord ? Il faut savoir qu'en France, on a un certain nombre d'entreprises très connus autour de l'Internet des objets type Sigfox, type LoRa, et les réseaux cellulaires dans leur évolution commencent à mettre en place la possibilité, en particulier dans les wearables, donc les montres connectées, de pouvoir être connectés sur des réseaux cellulaires pour assurer le handover, la mobilité, la localisation, qui sont des secteurs très importants autour de ça. Et également avec la volonté de remonter dans des débits de plus en plus importants. C'est ce qu'on fait également dans la 4,5G avec dès l'année prochaine des déploiements autour de 1 gigabit par seconde pour des applications autour de la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Le deuxième segment très important, c'est la 5G qui va arriver en 2020. D'accord ? Et donc sur la 5G également, on a des prérequis. La standardisation est en train de se mettre en place et on y participe activement. D'ici 2018, là, le standard sera fini. En 2019, il y aura des premiers tests mondiaux. Et en 2020, on a déjà des
contrats avec des opérateurs pour déployer la 5G. Alors qu'est-ce que c'est la 5G? C'est 4 points très importants. Le premier, c'est assurer en fait des débits de plus en plus importants par rapport à ce qu'on a connu, de l'ordre de 10 gigabits, principalement la 3D, les hologrammes, la réalité virtuelle, la réalité augmentée pousse ça, avec une volonté d'avoir des hologrammes d'ici 2025. Le deuxième, c'est tout simplement la connectivité massive avec les robots, l'industrie 4.0. Donc ça, c'est un secteur très important. 1 million d'objets connectés sur des réseaux cellulaires, avec la localisation, le roaming, le handover, extrêmement important, drivé principalement par l'Asie. NTT Docomo veut robotiser 20% de sa population, il faut savoir, hein, avec des robots domestiques. Le Japon n'est pas un pays d'immigration, c'est principalement un pays qui veut avoir des robots domestiques autour de ça. Le troisième segment, c'est la latence, on l'oublie. Dans les réseaux, la latence est extrêmement importante, c'est la rapidité avec laquelle, quand vous pingez, vous récupérez l'information. Sur les réseaux 4G, on est sur 30-50 millisecondes, avec la 5G, on sera à 1 milliseconde. L'application principale phare, c'est la voiture connectée. D'accord, si vous roulez à 100 km/h, il est impossible de contrôler une voiture et arriver à freiner sur des distances raisonnables. À 1 milliseconde, vous êtes sur du 2 cm. Alors, j'imagine que les sujets 4G, 5G, c'est quelque chose qui parle aussi à Albert. Alors vous avez fondé Bebound en 2011 et en fait, votre objectif de base, c'était d'être connecté où que vous soyez. Et vous avez un petit peu pivoté, je crois, depuis. En fait, oui. Donc j'ai fondé Bebound en 2011. Notre technologie permet à tout possesseur de smartphone et de device de rester connecté à Internet, quel que soit le réseau disponible, 4G, 3G, Wi-Fi, mais également GPRS et même les SMS, et quelle que soit la qualité du réseau, les vieux réseaux saturés, etc. Et notre mission, c'est de contribuer à connecter, à réduire la fracture numérique mondiale. Il y a 4 milliards de personnes qui ont un téléphone, pas d'accès à Internet en mobilité. Alors, toutes les grandes technologies actuelles et tout ce que font les grandes sociétés comme Huawei, ça concerne évidemment tous les peuples comme nous qui sommes bien connectés. Mais il y en a 4 milliards qui ne sont pas connectés, ou très peu. Et nous, notre but, c'est de rétablir un peu l'équilibre entre les deux, de leur donner accès, quel que soit le réseau disponible. C'est de l'innovation frugale. Et on est en plein déploiement dans ces pays-là. Et ça marche aussi bien sur 3G que sur SMS, de façon à permettre aux populations de fonctionner aussi avec un niveau de revenu qui est assez loin du nôtre, ce qu'on oublie assez souvent. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer comment ça fonctionne concrètement ? Alors concrètement, alors c'est de l'algorithmie, hein, c'est du logiciel. Alors on n'a pas, je sais pas quoi, 15 000 mathématiciens, c'est ça. Nous on est 30. Nous on est 30, juste pour remettre les... Mais 30 000 alors ? Non, on est 30. On est entre ici, Palo Alto, Alger et Hanoï. Et en fait, on a développé cette solution qui permet à n'importe quel développeur d'applications mobiles, en intégrant notre SDK, de pouvoir se déployer sur tous les réseaux où on est déployé. Et que ça marche aussi en SMS, en GPRS, etc. Quand je suis dans le métro, ça marche, sauf que mes mails, sans que je m'en rende compte, je les reçois par SMS au lieu de les recevoir par 3G. Et quand je ressors du métro et je rechoppe la 3G ou la 4G, je repasse et je ne me rends presque pas compte. Parce que ce qui pour nous est vraiment important, c'est de changer de paradigme. Au lieu de me dire est-ce que j'ai le bon réseau, juste est-ce que j'ai du réseau, ce qui est déjà pas mal, de façon à être capable d'être connecté tout le temps. Alors, le réseau, justement, c'est un terme qui englobe énormément de choses. S'il y a bien un terme, justement, qui revient très souvent, c'est interopérabilité. Pourquoi, justement, c'est une notion qui est si importante dans le réseau ? Tristan, par exemple. Alors oui, il faut quand même savoir que ça fait 14 ans que je tiens, 13, 14, je ne sais plus, un blog qui s'appelle Stand Blog, Stand pour standard, et mon blog pour blog. Bon, désolé. Et ça parle de standard et d'interopérabilité, qui est en fait le mécanisme, enfin le fait qu'on se mette d'accord, peut-être que vous auriez de meilleures solutions, mais que l'industrie se mette d'accord pour décider comment doit fonctionner un certain type d'équipement, et tout le monde va utiliser le même standard. Alors, on s'en sert tous les jours. Quand vous branchez votre chargeur de téléphone dans le mur, vous vous demandez pas cette prise va-t-elle fonctionner ou pas. Non, vous branchez et ça marche parce qu'on a défini le voltage, l'intensité maximum, on a défini la largeur, la profondeur des broches, leur diamètre, leur écartement, etc. Il y a des angles aussi, ça fait 15 degrés si vous regardez bien. Bref.
bref. Tout ça, ça fait qu'on se pose pas la question et que ça fonctionne. Et moi, je me suis particulièrement branché sur les aspects du web, où en fait, vous utilisez Chrome ou vous utilisez Firefox ou d'autres choses moins recommandables, eh bien, vous vous assurez normalement que la page web, elle va s'afficher correctement. Et donc, c'est totalement indispensable, finalement, à toutes les échelles, depuis l'alimentation électrique, le web, mais aussi votre fiche RJ45, donc le réseau qu'on utilise de moins en moins, enfin du moins les fiches, elles vont fonctionner partout. Et puis évidemment, la 4G, mon téléphone va fonctionner avec l'antenne qui est à proximité, sans que j'ai à me poser des questions, est-ce que mon antenne elle est compatible ou pas. Donc tout ça, ça permet d'avoir un réseau qui est partout et des équipements qui fonctionnent quasiment partout. Sauf quand vous allez aux États-Unis, là vous vous rendez compte que la prise, c'est pas le même standard. Mais ça illustre bien le problème. Alors il y a un autre terme qui me vient en tête, c'est interconnectivité aussi. C'est encore plus fort peut-être. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, vous Merwan, c'est quelque chose qui est important pour vous chez Huawei ? Alors je reviens sur la logique de interopérabilité de standards. Effectivement, déjà, il faut savoir que globalement, on a connu déjà des échecs par le passé au niveau des standards, en particulier dans les réseaux cellulaires, qui ont fait que chaque pays avait un certain standard. On ne peut plus se permettre ça au vu des investissements massifs qui sont mis en place dans ces réseaux-là. Il faut savoir que sur la 5G principalement, je prends des constructeurs type Samsung, c'est à peu près 1 milliard d'euros d'investissement sur la 5G. Huawei, c'est autour de 800 millions d'euros. On est quand même sur des investissements assez massives. Il faut effectivement qu'on ait un facteur d'échelle qui permet de rentabiliser ça. Et donc effectivement, on peut pas faire un standard juste chinois de la 5G, un standard français de la 5G, qui fait qu'effectivement ensuite un téléphone ne peut pas marcher d'un pays à un autre. On a connu ça par le passé déjà sur les systèmes de fréquence. Il faut savoir que les iPhone 5 qui ont été déployés au départ ne fonctionnaient pas en France. Donc dès que vous achetiez un iPhone 5 aux États-Unis, ça ne marchait pas. Il a fallu faire ensuite ce qu'on appelle des téléphones tri-bandes, bi-bandes, rajouter les bandes. Et plus on commence à pas avoir d'harmonisation fréquentielle, donc là c'est un cas typique à travers tous les pays, ça complexifie les téléphones en termes de plusieurs bandes à mettre en place et pas sûr qu'ils puissent fonctionner pour assurer la connectivité en chaque point, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, je pense, c'est une question très importante de la nécessité déjà, en termes d'innovation, de pouvoir, vu l'investissement qu'on met en place dans l'innovation en ce moment, et d'avoir effectivement ce retour sur l'investissement, d'avoir effectivement ce facteur d'échelle, et de pouvoir effectivement que tout le monde puisse travailler ensemble. Ensuite, le mot interconnectivité, je le comprends pas très bien, donc je suis désolé. Si c'est la connectivité dont vous parlez, qu'on doit assurer dans les réseaux, oui. Oui, entre tout, en fait, la connexion qui existe maintenant entre tous les devices, tous les réseaux. Oui, alors il faut savoir que sur cette logique de pouvoir connecter n'importe quel device sur n'importe quel réseau, ça fait longtemps que les chercheurs y travaillent. On n'est pas encore arrivé, c'est des problèmes de complexité qu'on a à mettre en œuvre autour des téléphones. Je donne un exemple très simple, ça fait depuis la nuit des temps qu'on a, et Google et Facebook continuent à pousser ça, donc on va y arriver peut-être un jour, de vouloir avoir ce qu'on appelle une software-defined radio, une software-defined base station. Typiquement, ça veut dire quoi ? On sait bien qu'un téléphone, l'électronique, c'est un alphabet. C'est une résistance, une capacité, une inductance. Si on donne le logiciel pour le flasher, on peut en fait créer le téléphone qu'on veut. D'accord ? Et donc ça, c'était un truc que les militaires ont toujours voulu, à savoir que les applications ne sont plus des applications services, mais des applications radio, où grosso modo, un téléphone, si je pars aux États-Unis, il y a une techno, avant de partir, je télécharge directement la techno, et mon téléphone devient Talkie-Walkie, je télécharge la techno GSM, ça devient GSM, je télécharge la techno 5G. Donc on peut avoir une reconfigurabilité dynamique des téléphones qui permet de se connecter n'importe où. D'un point de vue autonomie de batterie, etc., c'est extrêmement difficile à faire. Il n'y a que des entreprises type Thales, etc., dans le domaine militaire, et ça c'est gros, dans lequel on peut faire. On va peut-être arriver un jour à avoir ce concept qui s'est mis en place, qui permet d'interconnecter. Actuellement, on le fait. Et mon collègue ici, je pense, en est témoin, où on met plusieurs technos dans un téléphone, et ensuite on choisit quasiment la meilleure techno pour se connecter à un moment donné, quoi. Voilà. Alors justement, on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même une personne sur deux dans le monde qui a accès à Internet. Alors ça paraît énorme comme ça paraît un chiffre super, sauf que ça veut dire aussi qu'il y a une personne sur deux dans le monde qui n'a pas du tout accès à Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on doit considérer qu'Internet est un droit universel ? Albert ? Bon, je ne vais pas pouvoir dire le contraire, évidemment. Je suis mal placé. Oui, d'ailleurs, je ne suis même pas le premier à l'avoir dit. Je crois que c'est Zuckerberg qui a dit ça en premier, que c'était un droit universel. Il parlait de Facebook.
Oui, mais c'est vrai, on n'a pas la même lecture entre les Français et les Américains de ce que ça veut dire que universel. Il n'y a pas les mêmes sommes de dollars derrière, forcément. Oui, c'est un droit universel. C'est un droit universel parce que le seul moyen qu'ont les pays émergents de pouvoir rattraper suffisamment les pays émergés ou industrialisés et de pouvoir avoir des économies qui sont autonomes et qui permettent de générer plus de croissance, donc plus de bien-être, plus d'évolution sociale, etc., c'est effectivement d'avoir accès à Internet parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite dans tout ce qu'on fait. Alors je vous prends un exemple. Vous avez un paysan qui est au fin fond de l'Inde et il va vendre son kilo de riz à 2 roupies. Le même kilo de riz se vend sur le marché à 20 roupies. Et ça nourrit une quantité incroyable d'intermédiaires qui ne servent à rien. Enfin, je ne veux pas être méchant, mais vraiment ils ne servent à rien, uniquement à prendre une partie de la marge sur une valeur ajoutée extrêmement discutable. Eh bien, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, puisqu'on a aujourd'hui l'accord du département d'État India Digital en Inde pour contribuer à digitaliser les 250 000 villages qui représentent 650 millions de personnes. Eh bien, ce qu'on contribue à faire aujourd'hui, c'est de permettre à ce paysan, avec les applications qui ont déjà été développées, les services déjà développés par les ministères, eh bien, de pouvoir avoir directement l'information sur quel est le prix du marché, mais également quelle est l'évolution de la météo et en fonction de l'évolution de la météo, comment je dois orienter ma culture de façon à ne pas tout perdre demain matin. Bref, comment je peux commencer à réfléchir à mon exploitation comme une entreprise. Et si je gagne plus d'argent, je vais pouvoir investir un peu plus d'argent. Et là, on a un système vertueux qui se met en place, où on n'est plus dans la dépendance et dans la survie, on devient dans la construction. Donc oui, c'est absolument indispensable de développer ces technologies. Et c'est pour ça que nous, on est focalisé sur le fait d'utiliser tous ces réseaux. C'est parce que personne n'a les moyens de payer des réseaux modernes dans toutes ces zones rurales. Aujourd'hui, c'est impossible. Tristan ? Non, moi je pensais à mes 2 adolescents à la maison pour qui effectivement c'est totalement indispensable. Tu parlais de dépendance, tu vois, ils y sont complètement. Ça me rappelle une photo que j'ai vue récemment avec une citrouille à Halloween où on voit, évidemment on s'amuse avec les citrouilles à les graver, les creuser pour faire quelque chose d'un petit peu effrayant, en particulier aux États-Unis. Et là, c'était une citrouille dans laquelle il est marqué « Wi-Fi is down ». Et là, elle faisait vraiment très très peur, quoi, effectivement. Pour tout, en tout cas pour mes enfants, la perspective qu'il n'y ait pas de Wi-Fi à l'endroit où ils sont est flippant. Et alors, je pense quand même que c'est moins important que l'eau et la nourriture, mais la pyramide de Maslow, en fait, le Wi-Fi s'insère dans une des couches assez basses, finalement, de la pyramide de Maslow des besoins humains. Pourtant, il y a quand même plusieurs personnes qui militent justement pour l'inverse. Pour dire que c'est pas nécessaire, quoi. Ils ont le droit d'avoir tort, hein. Ça dépend pour qui. Quand on a tout comme nous, on peut se poser la question de savoir est-ce que les choses sont nécessaires ou pas. Quand les gens n'ont rien, on parle beaucoup des migrants en ce moment. Les migrants, ils ont aussi besoin de trouver des jobs, et puis à terme peut-être de ramener ces jobs chez eux, peut-être de contribuer à développer leur économie. Et je crois qu'il faut être réaliste. Mon pays, usine du monde, comme l'ont fait l'Inde, le Bangladesh, le Vietnam, la Chine, etc., c'est un modèle qui, à mon avis, est complètement obsolète. Donc ces pays vont devoir développer leur économie et le développer de façon digitale. Donc si on ne les aide pas, en leur amenant des technologies qui leur permettent de développer leurs économies, ils ne les développeront pas. Et donc on aura toujours cet écart entre des gens qui ont tout et des gens qui n'ont rien, ce qui pour moi est assez insupportable, pour être franc. Cédric ? Ouais, en fait, c'est intéressant parce que les exemples qu'on a là, qui vont donc en fait du développement du tiers-monde ou au contraire du confort qu'on peut avoir en étant adolescent ou juste urbain. Et en fait, il y a aussi le déploiement de ces réseaux-là est aussi un vrai facteur de croissance, même au sein de nos pays en tant que pays développés. C'est la capacité à désengranger les villes, à faire en sorte que depuis le milieu de la Creuse, l'ensemble de la France, depuis les régions, en fait, on puisse avoir accès à soit sur la communication avec d'autres gens un petit peu partout, soit aux capacités de créer, d'industrialiser. C'est vraiment permettre de décentraliser finalement, et pas seulement pour les pays émergents, même en France en fait, de faire en sorte qu'il y ait moins de population qui soit focalisée sur les villes, les grosses agglomérations de l'Île-de-France, mais permettre aux gens finalement de redévelopper le tissu économique local. Donc c'est vraiment aussi, même chez nous, qui sommes un pays développé, un moyen, en développant les technologies de réseau de communication en France, à l'intérieur du territoire, d'apporter ça chez nous.
Peut-être juste un point qui va, alors c'est pas à l'encontre, mais c'est pour essayer de prendre un peu le côté opposé, de dire ok, ce que tu disais tout à l'heure, finalement c'est un droit, mais est-ce que finalement le droit inverse existe aussi? C'est vrai qu'il y a aussi cette notion de contrôle de la connexion et de pouvoir de dire que c'est fondamental, je suis d'accord, mais c'est aussi fondamental de pouvoir garder ce contrôle-là. Et là, on voit avec les objets connectés notamment, avoir cette notion de dire finalement, il y a de plus en plus d'objets qui m'entourent, qui sont connectés, que je le sache ou que je le sache pas. Et finalement, malgré moi, je peux me retrouver connecté. L'exemple le plus simple, c'est à la maison, j'ai des objets qui vont être connectés au réseau, où moi, j'ai pas forcément la connaissance de savoir est-ce que ces objets sont sécurisés, pas sécurisés, est-ce qu'ils envoient des informations sur moi, est-ce qu'ils collectent des informations sur moi. Avoir la capacité pour une personne de pouvoir dire ok, là, je débranche tout parce que je suis finalement dans un espace privé, dans un moment privé. Je veux pas je veux pas être connecté à ce réseau. Je veux pouvoir en être en dehors. C'est aussi un potentiel droit fondamental. Et c'est peut-être une question qu'on se pose justement, comme vous disiez, quand on a tout comme nous, on peut se permettre de se poser ce genre de questions, alors que quand on n'a rien, sûrement pas. Justement, de notre côté, on est donc tous les réseaux se développent, on est tous ultra connectés. Est-ce qu'on ne devrait pas craindre un jour une rupture de l'Internet, comme ça a déjà été annoncé par certains chercheurs d'ici quelques années? Question difficile. Ça dépend ce que vous entendez par rupture, parce qu'il y a une rupture en termes de technologie, et il y a aussi une rupture qui est en termes d'usage. Et justement, il y a ce côté de finalement on donne au maximum des informations, et sans prendre des théories alarmistes, on retrouve beaucoup de personnes qui expliquent qu'aujourd'hui ça n'a jamais été plus facile de faire un génocide, parce que finalement il y a tellement de façons de retrouver des personnes d'une certaine population, que peu importe la population, parce que leurs données sont à un endroit ou à un autre, que finalement on arrive dans un monde où la surconnectivité peut devenir un problème. Et on peut se dire, bon ok, finalement on va devoir cacher ça, parce que s'il y a une faille de sécurité là-dessus, si on se dit, ok, aujourd'hui on est protégé, alors il y a plein de protocoles pour ça, mais s'il y en a qui tombent, et qui tomberont forcément, et qu'il n'y en a pas qui reviennent de l'autre côté, et qu'il n'y a pas d'évolution à ce niveau-là, on pourrait imaginer un scénario où finalement toutes les barrières tombent et toutes les données deviennent accessibles plus ou moins publiquement, et là on arrive vraiment dans un scénario catastrophe où ça peut être la fin, parce que on n'a plus possibilité de rien faire sur Internet de façon anonyme. Alors effectivement, il y a ce côté-là. Moi, je parlais plus du côté saturation totale des réseaux, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est difficile maintenant d'investir dans les réseaux, ça a l'air compliqué. Est-ce qu'un jour, l'Internet va saturer complètement? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Alors, sur les pays industrialisés, j'en sais rien. J'imagine que les sociétés comme Huawei font ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas. Enfin, je l'espère en tout cas. Dans les pays émergents, on en est loin, puisque dans les pays émergents, on a plein d'endroits où il n'y a pas du tout d'Internet, voire même pas d'électricité de façon continue. Je vais vous donner un exemple. Au mois de septembre, on a un développeur qui nous a contactés, qui habite à Gaza, et qui nous a dit, voilà, moi j'aurais développé mon application, parce que voilà, j'ai vu qu'il y avait B-Band, et ça pouvait peut-être me permettre de le faire. Nous, à Gaza, on a de l'électricité 6 heures par jour. Donc le reste du temps, on n'a que la 2G qui passe, les SMS. Et donc il faut que mon application elle marche aussi avec les SMS. Et j'ai cru entendre dire que chez vous c'était possible. On dit oui, on lui a passé ça. Il a développé son application qui est maintenant en ligne, s'appelle Newsy. Il nous a envoyé une petite vidéo. Voilà. Donc même quand les réseaux, même quand l'être humain a un problème de réseau, il arrive à trouver des solutions. Donc je pense que en dehors de la technologie que les Huawei et autres grandes sociétés vont pouvoir amener pour que justement on ait plus de redondance, plus de sécurité et que les réseaux ne tombent pas, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le génie humain. Et que l'innovation frugale, c'est mon ami Navi Radjouk qui en parle beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui permet de changer la face des choses avec peu de moyens.
Je pense principalement, il y a deux aspects. Il y a le modèle économique de l'Internet et le modèle économique, effectivement, de l'évolution des réseaux avec le contenu et la capacité technologique d'absorber. D'un point de vue technologique, soyons clairs, il n'y a pas de souci. On peut faire évoluer les adressages, IPv6, etc. On peut faire évoluer tout ce qu'il faut. Il y a effectivement, par contre, un modèle économique de l'Internet qui ne tient plus la route en ce moment et les opérateurs commencent à déjà pousser ça vers la logique de ce qu'on appelle la neutralité Internet. Ensuite, il faut voir vers où ça va aller. C'est le fait que les tarifications qui sont mises en place actuellement dans les réseaux ne correspondent pas exactement à la réalité de données qui transitent dans les réseaux. Je m'explique. Actuellement, dû à un passé, et ça a été fait comme ça, un bit de voix coûte à peu près 10 fois plus cher qu'un bit de SMS, qu'un bit de data. D'accord ? D'un point de vue ingénierie, il n'y a aucune raison. D'accord, ça reste un bit d'information qui va se transiter. Ce modèle-là fait que, bien sûr, l'ensemble des gens assez intelligents vont essayer de faire passer leur communication type SMS, leur communication type voix à travers la data, puisque ça coûte moins cher. Donc, c'est ce qu'on appelle tous les OTT qu'il y a au-dessus. Et donc, effectivement, les opérateurs se retrouvent avec une quantité d'informations qui transitent sur leur réseau, qu'ils n'arrivent pas à rentabiliser comme avant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne gagnent pas de l'argent, ils continuent à gagner de l'argent, mais pas autant qu'avant. Et donc, on se retrouve avec une logique, il faut faire des investissements. Ces investissements, on commence à voir effectivement que c'est plus porté par les États. C'est maintenant les États qui portent les plans fibres, etc., pour continuer à alimenter et augmenter ces débits-là. Et là, effectivement, il y a un point de rupture où, globalement, les États, devenant de plus en plus pauvres, ne pourront pas assumer cette logique-là. Les opérateurs ne voulant pas faire l'effort. On peut se retrouver dans une logique qu'il faut mieux comprendre et comprendre à rentabiliser. On est à tel point que maintenant, des sociétés type GAFA, donc Facebook, Google, commencent eux-mêmes à déployer des réseaux, hein, il faut savoir. Donc c'est plus les traditionnels, disons Facebook, Google, enfin les traditionnels Orange. On voit de manière assez surprenante Facebook qui décide de mettre des câbles sous-marins entre l'Europe et les États-Unis pour fournir effectivement plus de débit en termes de réactivité. Et ça va peut-être être effectivement un game changer qu'il y aura dans les années à venir. Mais c'est plutôt ce modèle économique. Mais d'un point de vue technologique, la fibre continue à évoluer, on fait le pari, on continue à faire des gains assez impressionnants en termes de fibre pour augmenter la capacité de transport de ces fibres-là. En termes sans fil, on arrive encore à des débits beaucoup plus éloignés. Et donc l'histoire continue. Et est-ce que cette augmentation de coûts, justement, ça ne va pas se répercuter sur les utilisateurs en eux-mêmes ? Enfin, la logique, on est toujours dans un débat de chicken and eggs, hein, ça veut dire grosso modo quand on va voir un opérateur, on lui dit mais écoutez voilà, mais les GAFA disent mais c'est grâce à nous que vous arrivez à vendre des réseaux portables parce que nous on fournit ces contenus, etc. Et donc on se retrouve avec cette logique là où globalement des gens se plaignent, mais d'un autre côté ils sont contents qu'il y a beaucoup plus de données, et il y a beaucoup plus d'utilisateurs. Le bon prix effectivement qu'il y a pour ces données-là, c'est pas les prix qu'on a connus pour les réseaux Wi-Fi. Donc le unlimited download, etc. fait qu'effectivement on a une surconsommation des données, ce que je comprends. Hein, les gens, si c'est gratuit, autant utiliser ce qu'on veut. On commence par conséquent quand même à retrouver maintenant une logique de parcimonie dans la consommation. Ça commence à revenir un petit peu les gens qui commencent à se dire, écoute, sur le forfait, je vais commencer à limiter les gens avec une dégradation de la qualité. C'est pas aussi quelque chose que nous on pousse. Hein. On estime qu'il ne faut pas qu'il y ait des différenciations de services. Hein, et c'est la logique-là. Donc là, à ce moment, il y a beaucoup d'opérateurs qui commencent à penser à donner ce qu'on appelle du golden, bronze et silver en termes de qualité. Ce n'est pas, je pense, la logique des choses dans laquelle il faut s'orienter. Voilà. Alors justement, quand vous parlez de surconsommation, le numérique aujourd'hui, ça représente 10% de la consommation électrique mondiale. C'est énorme, sachant que justement, il n'y a que la moitié de la population qui consomme du numérique. Est-ce qu'un jour, on pourra arriver à un Internet écolo ? Tristan, par exemple ? Joker. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais disons que dans les architectures des réseaux futurs, c'est pris en compte. Hein. Il faut savoir que nous, d'un point de vue 5G, déjà sur un téléphone portable, avec 10 gigabits par seconde, votre téléphone s'éteint immédiatement. D'accord ? Donc déjà, il faut savoir que d'un point de vue purement consommation, on a du mal actuellement à faire tourner ces débits-là sur des téléphones portables. Et on le voit encore avec les années qui viennent. Les gens commencent à faire des Pokémon Go, etc. Donc au débit dans lequel vous allez, il y a effectivement un problème de batterie et d'énergie qui va se mettre en place. Donc ça, c'est quand même mis en œuvre dès le départ. Il y a technologiquement différentes idées qui sont mises en place. Où on a quand même pas des ruptures, mais des réductions de consommation. Donc l'optimisation de la consommation des réseaux est quelque chose qui est pris en compte par les opérateurs.
L'intelligence artificielle joue par exemple. On a maintenant des algorithmes assez sophistiqués sur des puces Snapdragon qui grosso modo font du machine learning, savent quand est-ce que vous dormez, etc. éteignent certaines features et on peut réduire par des facteurs 2, 3, 4 la consommation qu'on a des réseaux actuels. Mais ça, quand même, on n'est pas arrivé à des ruptures technologiques assez fortes pour pouvoir se dire qu'on a quand même actuellement une idée géniale de pouvoir complètement trouver un réseau écologique. Mais par contre, c'est pris en compte dès le départ en ce moment parce qu'on n'a pas le choix. C'est plutôt ça. On aime bien sauver la planète, il n'y a pas de souci, je veux dire, c'est sympa. Mais le vrai problème, c'est la batterie de ton téléphone, c'est pas consommer moins dans un data center. Alors si, les deux, parce qu'il faut savoir que la facture énergétique est très chère. Il faut savoir qu'un réseau du type China Telecom en Chine, où on a un nombre de stations de base autour de 16 000 en Chine qui tournent en temps réel, c'est des factures de 2 milliards d'euros par an. Tout ça compris, c'est des stations de base qui consomment, etc. Vous faites une réduction par facteur 2, c'est 1 milliard, quoi. Donc c'est un gros problème pour nous de faire tourner dans les réseaux, refroidir tous les data centers, etc. Ça a des coûts énormes pour les opérateurs. Donc la facture énergétique monte. Et encore, il y a certaines années, avec les projections qu'on faisait en termes de coût de l'énergie, où le pétrole était encore à $100, bon, maintenant il est descendu. Donc je ne sais pas si c'est une bonne chose et que ça a favorisé, mais grosso modo, c'était quand même une facture énergétique assez importante de faire opérer un réseau avec toutes les données qui transitent. Ça, c'est un secteur. C'est probablement une mauvaise nouvelle, puisque plus le pétrole est bas, moins on sent le couteau sous la gorge pour réduire la consommation électrique. C'est clair que je pense qu'il y a un juste prix du coût de l'énergie qui pousse les gens à être écologiques. Et c'est vrai que si le coût du pétrole descend, voilà, ça c'est connu. C'est pas lié aux télécoms, c'est en général. Oui, non, c'est clair. Il y a aussi un élément qui est important, c'est la data, ça prend de la place. Et on travaille tous pour améliorer les choses en termes de consommation. Nous, par exemple, on compresse la data comme pas mal de monde de façon à faire en sorte que les mêmes usages utilisent aussi moins de data. L'augmentation des réseaux, c'est une chose. Le fait de pouvoir passer plus de data sur un espace plus fin, c'est aussi important. Donc c'est encore un peu utopique de parler d'Internet écolo. Disons que tout le monde y réfléchit, tous les constructeurs, c'est devenu en fait une façon de vendre son matériel. Donc avoir maintenant un téléphone actuellement, on est passé par un téléphone au départ qui permettait à surfer, on est passé maintenant à l'appareil photo, et maintenant tous les constructeurs, le facteur différenciant c'est la batterie. Donc soyons clairs. Sur les réseaux également qu'on vend, c'est un critère important. Donc plus on arrive chez un client type Orange, Free, Bouygues, de montrer qu'on a des serveurs, des stations de base, des infrastructures qui consomment par un facteur 2, c'est le facteur différenciant. Donc pour nous, il est clair qu'il faut y aller. Maintenant, la question, c'est, il n'y a pas eu encore de rupture technologique sur les batteries. Et donc, mais bon, on le sait déjà dans l'automobile, c'est le cas. On sait maintenant dans les réseaux. Pour effectivement avoir ce saut, on est plutôt sur de l'optimisation, qui est pas mal. Il ne faut pas critiquer l'optimisation. Mais les facteurs d'optimisation, on est sur des facteurs 2, 3, 4, 5. Mais on n'est pas des gains qui vont changer les choses. Voilà. Le jour où on aura cette rupture technologique sur la batterie, c'est comme le prix du pétrole. Ça va être une mauvaise nouvelle finalement, parce qu'on se dit, à quoi bon s'emmerder à faire des processeurs qui consomment tellement peu, puisque maintenant j'ai cette nouvelle génération de batterie qui me permet de stocker 20 fois plus. C'est génial. Alors ça va être pétard, laser, fumée, ventilateur. Enfin bon, voilà, j'aurais plus ce problème de réduire la conso de mon téléphone. Donc c'est plutôt un problème finalement. Mais cela dit, la pression actuelle, elle est assez étonnante parce que avec la problématique du smartphone, donc qui est mobile, donc qui a une batterie et puis on veut toujours qu'il soit plus petit, eh bien il y a une pression énorme sur les fabricants pour fabriquer des puces qui consomment le moins possible. Et ça se ressent d'ailleurs, c'est que sur les PC, toute la gamme Intel en fait fait très très peu de progrès et ce depuis des années. J'ai dans mon sac là un MacBook Air qui a 4 ans et demi. Eh bien finalement aujourd'hui je vais racheter un Mac, mais il sera 30% mieux. Alors que vous prenez un smartphone d'aujourd'hui et celui d'il y a 4 ans et demi, vous avez un gouffre, mais un gouffre énorme, le grand canyon de la consommation, quoi. Parce que le nouveau smartphone, il sera beaucoup plus puissant pour une batterie qui est moindre. Et en fait, ce progrès technologique qui est réalisé avec des processeurs dits RISC de ARM, donc qui est utilisé dans tous les téléphones portables et les tablettes, et bien en fait, ça commence à se transposer ailleurs. C'est ainsi qu'il y a une petite organisation à but non lucratif anglaise qui s'appelle la Raspberry Pi Foundation, qui donc fabrique un ordinateur qui s'appelle le Raspberry Pi sur la base d'un système ARM de basse consommation. Et sans dire de bêtises, je crois qu'un processeur, un système Raspberry Pi, ça c'est moins de 10 watts.
Moi, un PC tel que j'en avais, vous savez, les tours qu'on mettait à côté du bureau, c'était minimum 400 watts, quoi. Donc là, on est passé de 400 à 10 watts. Donc on a divisé par 40 la consommation. Finalement, grâce à l'investissement réalisé dans les smartphones pour réduire la consommation, et ça permet de faire de l'Internet finalement et d'avoir finalement ces données chez soi qui tournent sur un ordinateur qui va consommer moins de 10 watts. Donc on progresse. Cédric ? En fait, il y a ce côté révolution technologique. J'améliore les batteries, j'améliore les téléphones, mais il y a aussi tout un côté d'usage, où c'est plutôt un côté d'éducation qu'on doit avoir aussi, qui est plus porté là peut-être autant par l'industrie. Merwan parlait du fait que du côté des opérateurs, il faut faire des efforts pour économiser la facture d'électricité. Et c'est aussi un petit peu ce qui, à notre sens, amène un des intérêts du cloud computing, ce côté à l'usage dont on a parlé tout à l'heure, qui est de dire finalement, tout comme il faut que j'économise l'électricité en la consommant pas, en laissant pas la lumière de la salle de bain allumée quand j'y suis pas, etc. Faut que je fasse en sorte, et là c'est vraiment sur un côté plus industriel, à ce que quand j'ai pas besoin de faire tourner des services informatiques, puisque personne n'a besoin de les utiliser, parce que j'ai pas mon usine qui est en train de tourner, etc., de couper les services. Et donc de dire, c'est très bien, mais la nuit, les serveurs qui ne servent à rien, je peux me permettre de les couper. Quand j'ai pas de visiteurs sur mon site web, je peux me permettre de lui allouer moins de puissance, etc. Et c'est tous ces éléments-là où c'est vraiment l'éducation des utilisateurs, ou au moins des industriels qui proposent ces services-là, qu'il faut sensibiliser, et qui, au travers de toute technologie qu'on a aujourd'hui, disent ok, je consomme moins parce que j'ai la possibilité de le faire et de relancer facilement et d'éteindre facilement. Alexis ? Et c'est vrai qu'au niveau des développeurs d'applications, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand vous développez une application, vous avez tout intérêt à ce qu'elle prenne le moins de batterie possible, parce que c'est vraiment quelque chose. Aujourd'hui, si vous êtes sur votre téléphone Android, vous pouvez aller regarder quelle application va consommer telle batterie et te dire, ok, cette application-là, je vais pas l'utiliser. Et c'est vrai que c'est un enjeu, alors à la fois au niveau des applications, mais même au niveau du transfert d'informations, d'essayer d'avoir des technologies qui prennent le moins d'énergie possible. C'est vrai qu'en ce moment, il y a des technologies, notamment de chiffrement, et tout le blockchain, toute la technologie qui est basée sur le blockchain, qui a un problème écologique, parce que c'est quelque chose qui demande énormément de calculs pour fonctionner, de la part de plein de machines. Et donc, du coup, il y a à la fois le côté matériel, mais il y a aussi le côté logiciel, vraiment de se dire, ok, comment est-ce que je peux créer finalement des moyens, à la fois des applications et des moyens de communication qui utilisent le moins d'énergie possible. Alors, il y a un sujet qu'on a à peine abordé depuis le début aussi, c'est la sécurité. Et là, je pense que ça va amener le débat entre vous tous. Alors aujourd'hui, on voit, et surtout avec les objets connectés, il y a des failles de sécurité énormes, même béantes. Comment on peut faire aujourd'hui vraiment pour se protéger, pour protéger nos données et pour ne pas les distribuer comme ça à tout le monde ? On peut pas. Non, mais si vous voulez, c'est amusant, mais si vous prenez les... Non, je vais te servir la soupe. Pardon. Je t'interromps juste une seconde. Déjà, non mais sérieusement, le truc de base, c'est avoir un mot de passe différent pour chaque site. Dashlane. Et après, il faut gérer ces mots de passe, n'est-ce pas ? En fait, il faut surtout ne faire confiance à aucun serveur. Vous pouvez pas assumer aujourd'hui que vous allez mettre des données sur un serveur et que ces données vont être protégées. Et si vous regardez sur les objets connectés, il y a vraiment cette problématique de dire finalement, quand je fais des objets connectés qui ont une valeur de production qui vont être aux alentours, je dirais, des $10, comparé à des ordinateurs qui ont une valeur de production de $100, il n'y a pas le même investissement qui peut être fait pour protéger ces objets. Et on a bien vu là, récemment, il y a eu une attaque qui était finalement à la base un objet connecté, parce que finalement, comme la sécurité de ces objets qui sont liés au réseau sont plus faibles, c'est un vecteur d'attaque. Dans la sécurité, il y a toujours la notion du maillon faible. On parlait des mots de passe, justement, le maillon faible, c'est vous allez utiliser le même mot de passe sur tous vos services. Il y a un service qui se fait pirater. La première chose que les pirates vont faire, c'est aller regarder votre mot de passe et se dire
peut-être essayer d'aller l'utiliser sur d'autres services plus intéressants pour essayer de voir s'il y a des choses à récupérer. Il y a vraiment cette notion de partir du principe que le plus vous isolez les choses, le plus vous pouvez isoler les données que vous donnez à des services, le mieux c'est. Alors après, on peut parler plus d'un point de vue philosophique de est-ce qu'on devrait même fournir ces données, parce qu'aujourd'hui, aucun service n'a besoin de stocker ma carte de crédit. Un service, il a besoin de pouvoir me faire payer au moment où je veux faire payer. Aucun service n'a besoin d'avoir mon adresse physique, il a besoin de pouvoir m'envoyer quelque chose au moment où je veux qu'on m'envoie quelque chose. Donc il y a vraiment cette notion aussi de sécurisation des données qui est un problème à la fois pour l'utilisateur, mais même pour les entreprises. Enfin, si vous voulez, Yahoo, ça les a pas fait rire de se faire pirater, de perdre 1 milliard de valeur sur leur vente à Verizon. Donc c'est à la fois une problématique pour l'utilisateur final, mais aussi pour les entreprises de dire finalement toutes ces données qui sont sensibles, qui font de moi une cible, parce que quand vous avez des données, vous avez une cible pour les pirates, est-ce que finalement je devrais vraiment les garder? Donc c'est tout là l'intérêt justement de décentraliser. Oui, tout à fait, parce que plus on répartit les données, moins elles ont de valeur individuellement. C'est-à-dire que pirater Yahoo et toucher, je ne sais plus combien de centaines de millions de mots de passe, qui seront probablement réutilisés ailleurs, c'est bingo, quoi. C'est vraiment c'est génial, parce qu'il y a véritablement une équation économique derrière. Donc il y a une cible qui peut me permettre de gagner tant d'argent, ça me permet d'investir du temps pour essayer de la pirater, et puis c'est ainsi comme ça que, en fait, on le sait, hein, il y a deux sortes de sociétés sur Internet. Il y a celles qui se sont fait pirater, puis celles qui le savent pas, hein, qui l'ont été. Donc voilà, c'est clair. Hein. Et on peut être piraté de l'intérieur aussi. C'est arrivé chez Google, par exemple. Il y a eu à plusieurs reprises des gens qui ont mal utilisé leur pouvoir en interne et qui ont été virés. Alors évidemment, ça passe hyper discrètement, mais on sait que ça arrive, hein, parce que les humains sont humains, et donc ils font des erreurs, même des conneries parfois, et on sait que même si c'est super sécurisé, il y a toujours un crétin qui se prend pour le roi du monde et qui décide de tiens, je vais faire une bêtise avec mes pouvoirs d'administrateur. Le type en question chez Google, il harcelait des jeunes filles parce qu'ils lisaient leur chat, etc. Et j'ai vu que tu as fait telle bêtise, je vais le dire à ta mère, etc. Enfin, bon, c'était très, très compliqué. C'était très, très, très compliqué pour les enfants en question, quoi. Donc des gens qui font des bêtises, que ce soit pour de l'argent ou autre, malheureusement, ça arrive. Donc idéalement, il faudrait absolument tout chiffrer pour que ça soit pas lisible, quoi. C'est vrai que nous, alors là, j'en prends un peu l'exemple de Dashten, mais notre philosophie, c'est de dire que on a accès à rien, ce qui fait que le jour où on se fera pirater, potentiellement hier ou avant-hier, les pirates auront accès au même niveau d'information que nous, on a accès. Et spécialement si ces pirates sont en interne, j'ai une équipe super, mais ça peut arriver en effet. Et se protéger de nous-mêmes et de l'extérieur, c'est super important. Donc aujourd'hui, si Dashlane se fait pirater, finalement, comme toutes les données de nos utilisateurs sont chiffrées, avec un mot de passe que eux ont, mais qui n'est jamais transmis sur notre serveur, qui n'est jamais utilisé de notre côté, finalement, il y aura les pirates auront accès à une base de données chiffrées, et donc ça fait de nous une cible qui n'est pas très intéressante, comparé à un Yahoo, où finalement, si j'arrive à rentrer chez Yahoo, derrière, je peux avoir accès à des données qui sont certes chiffrées, mais qui sont chiffrées tous avec la même clé, et donc si j'arrive à avoir cette clé-là, j'ai accès à toutes les informations, et là, c'est bingo, en effet. Et alors, c'est quoi la solution? C'est de faire appel, par exemple, à des hackers pour aller demander de regarder dans notre entreprise les failles. Il y a pas mal d'entreprises qui font ça. Ouais. Ça s'appelle un bug bounty, oui, ça existe. Ça a été inventé par Netscape dans les années 90 et c'est en train de revenir à la mode, où en fait, c'est un peu comme un système de chasseur de primes. Vous dites, voilà, vous voyez, ça c'est une enveloppe qui est pleine d'argent, et si jamais vous arrivez à pirater mon application ou mon système d'information, et que vous m'expliquez comment vous avez fait pour que je puisse le corriger, eh bien cet argent est à vous. Et donc c'est des concours de piratage en fait. Et aujourd'hui, il y a des startups qui se montent, qui organisent ces concours de piratage. Nous, on sert tous les jours.
On a un budget alloué mensuel qui est extensible à l'infini, en fait, puisque finalement, vous donnez, plus la faille trouvée est intéressante et plus vous donnez d'argent. Donc, à partir du moment où s'il y a une faille qui est critique, on est ravi de donner beaucoup d'argent parce que c'est potentiellement des économies pour plus tard qui sont énormes. Et c'est vrai que ce sont des services qui sont pour le coup souvent super. On est très contents. Ouais, moi, chez Mozilla, j'avais un programme comme ça. On donnait littéralement des milliers, des dizaines de milliers de dollars à qui nous démontrait qu'il avait réussi à pénétrer le système et qui nous donnait l'information en exclusivité. Cédric ou c'est marrant parce que c'est les sujets effectivement d'actualité. On a lancé le nôtre lundi, je crois. Donc effectivement, ça arrive chez tout le monde. Voilà. En fait, au-delà de cet aspect purement, je vais rebondir sur l'éducation des gens, mais c'est bien plus que se dire. Je parlais tout à l'heure de pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est effectivement faire en sorte de pas fournir toutes les informations que j'utilise au même fournisseur, par exemple, au même prestataire, notamment quand je suis une entreprise. Et c'est surtout avoir une confiance limitée dans mon prestataire. Je peux avoir tous les arguments du monde. Moi, en tant que prestataire, par exemple, je vais avoir des garanties que je vais pouvoir apporter à mes clients sur leur sécurité, leur dire que je ne vais jamais leur donner, etc. Ils peuvent prendre pour argent comptant ce que je leur dis, mais on les encourage à dire non, on vous garantit qu'on ne le fait pas, mais ça ne va pas vous empêcher de chiffrer vos données, de faire en sorte que, même si je vous dis que j'y accède pas, si jamais par hasard je venais à le faire, je ne dois pas pouvoir y accéder. Donc faites aussi votre part du travail et chiffrez vos données. Soyez bien sûr que vous n'avez qu'une confiance relative en moi. Je voudrais rajouter quelque chose, sans vouloir plomber l'ambiance. Il y a quand même quelque chose de pourri dans le royaume d'Internet aujourd'hui, c'est qu'énormément des services qu'on utilise sont apparemment gratuits et reposent sur cette apparente gratuité. Vous voyez, comme par exemple, vous allez sur facebook.com, vous verrez Facebook est gratuit et le restera toujours. Allez-y. Alors bon, vous créez un compte et puis vous vous connectez avec votre téléphone, vous venez de créer votre compte, c'est génial, et vous vous connectez avec votre téléphone, vous installez l'application Facebook. Si vous avez un téléphone Android, il vous demande un certain nombre de permissions. Et alors cette permission, elle commence par je donne mon identité, je donne l'accès en lecture-écriture à mes textos, je donne l'accès à tous mes fichiers qui sont dans mon téléphone, je donne l'accès à tout. Alors, il y a une longue liste, la page est pleine et serrée, et à la fin il y a un bouton vert, comme les feux verts, allez-y, vous pouvez y aller, il y a marqué accepter. Et c'est-à-dire que j'accepte en fait de donner toutes mes données, c'est-à-dire ma vie concrètement, parce qu'il y a ma vie dans mon téléphone, donner ma vie privée entièrement à Facebook pour un service gratuit. Donc déjà, c'est plus tout à fait de la gratuité, c'est un échange qui ne dit pas son nom. Et je me suis demandé, est-ce que c'est un bon deal ? Et alors, je suis allé voir dans la compta de Facebook. Il y a une partie qui est accessible parce qu'elle est cotée en bourse. Je suis allé voir, et en fait, le service Facebook, il coûte 5 € par personne et par an. Donc je donne toutes mes données en échange d'un service qui vaut 5 €. Donc c'est plus de la gratuité, c'est de l'arnaque. Vous voyez ? Parce que c'est toute ma vie privée pour 5 €. Bon, moi, j'ai pas cliqué sur accepter sur mon téléphone, parce que juste je peux pas accepter ça. Mais qui a Facebook sur son téléphone dans la salle ? Levez la main. Voilà. Merci. Maintenant, c'est trop tard. Mais il y a un vrai problème structurel aujourd'hui, c'est qu'on se dit, si c'est gratuit, je peux pas me planter. Dans le pire des cas, j'aurais pas perdu d'argent. Non, de l'argent, non. Mais des données personnelles qui sont potentiellement utilisées contre vous, oui, ça, vous avez perdu le deal. Alors justement, les Français, c'est les premiers quand même à pointer du doigt tout ça, l'utilisation de leurs données, les failles de sécurité. Moins que les Allemands. Au final, rien n'est fait. Et au final, qu'est-ce qui est fait concrètement, en fait, justement, pour aller contre ça ? Mais Vas-y, ça va faire un break. Non, mais ce qui est très difficile. Alors, qu'est-ce qui est fait, ça dépend. Parce que déjà, en France, on fait déjà beaucoup plus que dans d'autres pays. Et c'est vrai que ce soit la CNIL, on parle de la souveraineté des données, de dire que les données sont en France, c'est un vrai intérêt.
Donc quand on travaille avec des entreprises, le fait que les données de nos utilisateurs ne soient pas aux États-Unis, c'est un vrai gage de confiance. Maintenant, il y a quelque chose au niveau individuel, c'est pour reprendre un petit peu ton point tout à l'heure, qui est sur la notion d'usage et sur le choix qu'on a à faire. Si je demande à quelqu'un dans la rue, si j'aborde quelqu'un dans la rue, je dis la sécurité sur Internet, est-ce que c'est important? Tout le monde dira bah oui, c'est super important, bien sûr. Maintenant, le moment où je vais créer un compte, le moment où je vais vouloir accéder à un service, le côté sécurité, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller plus vite là où je veux. Et finalement, on est un peu dans une société où l'effort à faire en plus est quelque chose que les gens ne sont pas prêts à faire. Et c'est vrai que nous, ce qu'on essaie de faire avec notre solution, c'est de relier un peu l'aspect simplicité avec l'aspect sécurité. De dire finalement... Dashen, d'ailleurs, la façon dont on vend Dashen, on ne dit pas avec Dashen vous allez être sécurisé, on dit qu'avec Dashen ça allait être plus simple pour vous parce que vous n'allez plus avoir besoin de retenir vos mots de passe. Et après, on éduque l'utilisateur dans l'application pour lui dire ah bah non, là il ne faut pas utiliser le même mot de passe et on peut t'aider et tout. Mais à la base, les gens, en tout cas sur les individus, un peu moins sur les entreprises, mais les individus viennent pour la simplicité, pour se simplifier la vie. Ouais, ça, je pense que l'argument de la vie privée, ça marche pas du tout, quoi. Parce que c'est un argument négatif, en fait. C'est anxiogène même. Oui, voilà. Et puis c'est aussi, si vous voulez, c'est toujours le truc de j'ai rien à cacher. De la même façon que j'ai rien à dire, donc il n'y a pas de liberté d'expression. J'ai rien à cacher, donc il ne devrait pas y avoir de confidentialité et de privacy. Qui pense d'ailleurs dans la salle qui n'a rien à cacher? Il a raison de ne pas lever la main. Non, parce qu'on a tous quelque chose à cacher, c'est évident. Dans les entreprises, on a tous quelque chose à cacher. La liste des clients, la liste des fournisseurs, éventuellement la recette secrète chez Coca-Cola ou la sauce du Burger King, du Big Mac chez McDonald's. C'est des choses qui sont secrètes et qu'on doit cacher, le niveau de remise qu'on fait à ses clients, etc. C'est des choses importantes. Puis en tant qu'individu, moi, quand je vais aux toilettes, je ferme le loquet. J'ai fait 2 enfants à ma femme, mais je ne vais pas vous en dire plus parce que ça deviendrait un petit peu gênant, vous voyez. Et j'ai le droit, je suis marié et tout, mais bon, voilà, j'ai des trucs à cacher qui ne sont pas pour autant des trucs illégaux. Donc on a tous quelque chose à cacher. Mais pour revenir à votre question sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, moi j'ai fait ce que j'ai pu à mon petit niveau. J'ai écrit un livre que voici. Alors je vous rassure, je donne mes droits d'auteur à une association, donc c'est pas du commerce. Ça s'appelle Surveillance : et ça explique les business models, les problèmes et les solutions à faire, y compris par exemple mettre des passwords différents pour les différents sites, etc. Des choses très basiques, très pédagogiques pour que chacun puisse prendre conscience du problème et puis commencer à agir comme il peut à partir de son PC, de son téléphone. Et est-ce qu'on pourra redonner un jour au grand public l'utilisation totale de ces données? C'est-à-dire l'intégralité, qui récupère tout, qui puisse en faire ce qu'il veut, qui puisse les revendre s'il a envie? Oui, alors je pense que le revendre ne sera pas forcément la meilleure des idées, mais c'est possible. Il y a déjà plusieurs façons de faire. Déjà, ce qu'on fait, nous, chez Cozy Cloud, c'est pour ça que j'y suis rentré, c'est un cloud personnel qui a un système de connecteurs, et on a des dizaines de connecteurs qui vous permettent de récupérer vos données de chez SFR, EDF, etc. Tous ces gens qui ont des factures et qui ont des traces d'usage de chez vous, qui ne sont pas forcément des gens du numérique, mais aussi Google, récupérer des données, vos données qui sont chez Google, et plein d'autres trucs. Vos banques, on est compatible avec 32 banques françaises, donc vous pouvez récupérer vos écritures bancaires et puis après en avoir un usage local qui est plus puissant que ce que pourrait faire un Google, parce que Google, Dieu merci, n'a pas accès à votre compte bancaire. Donc vous pouvez commencer à faire des choses plus intéressantes avec vos données, les récupérer. Ça, c'est donc premièrement un outil technologique, et puis deuxièmement, il y a quelque chose qui est très intéressant qui vient d'arriver, qui est prévu et qui va arriver en mai 2018. C'est un peu barbare, ça s'appelle la GDPR, qui est un règlement européen de récupération des données. Et donc, ça force en fait les acteurs du numérique à proposer la portabilité des données. Et c'est génial. C'est parce que ils sont obligés de le faire.
Et pour nous, on dit, mais voilà, pour COSI et pour des tas de boîtes qui pourraient se monter, c'est l'occasion de récupérer ces données et puis de les mettre dans un endroit pour en faire quelque chose. C'est pas simplement les données sont portables, elles sont portables et vous en tirez un bénéfice. Et vous n'êtes pas censé les garder si vous n'en avez pas besoin. Il y a aussi une vraie logique des données, de dire finalement, il y a des données qui sont stockées au cas où, en se disant, bon, bah, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elles valent, mais peut-être que demain, je serai capable de l'analyser avec quelque chose d'autre, avec quelque chose d'autre, avec quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, c'est la même chose sur le j'ai rien à cacher. Il y a beaucoup de choses dont on n'est pas au courant. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de savoir toutes les analyses qui sont possibles sur moi. Ça se trouve, en analysant un truc, avec un truc, avec un truc, avec un truc, on sait que demain, je vais acheter telle marque de biberon plutôt qu'une autre. Et c'est de la pure statistique, sauf que ça se passe comme ça. C'est quelque chose qui est du coup qui est logique et qui est mathématique. Et la possibilité de faire des analyses comme ça sur des personnes à leur insu, sans même leur donner ce résultat finalement, c'est quand même très impressionnant. Juste pour donner une petite idée de ce qu'on est capable de déterminer d'un point de vue statistique, il y a 1 ou 2 ans, un 14 février, le jour de la Saint-Valentin, ils ont beaucoup d'humour chez Facebook, donc Facebook publie un billet en disant regardez ce qu'on sait sur vous, Facebook et l'amour. Et en fait, Facebook avait fait une enquête et ils démontrent qu'ils sont capables d'indiquer quand 2 personnes qui flirtent concluent. Donc ils savent dire quand vous avez pécho, juste en voyant le flux de messages Facebook. Alors, ils expliquent toute la méthodologie, etc. Mais ils le savent. C'est-à-dire que vous vous écrivez pas le jour J, j'ai pécho machine. Hein. Non, c'est juste, ils le savent. Il y a toujours un petit risque d'erreur, mais en gros, ils le savent. Et même avant, Mark Zuckerberg plaisantait sur le fait qu'en fait, il savait mieux que les gens. Il savait si quand vous alliez tenter un coup, vous alliez pas un râteau ou pas. Donc rien que sur votre attitude avec le big data, c'est hallucinant ce qu'ils sont capables de faire. Et ils vous disent pas en plus, ils vous laissent tenter le coup. C'est ça qui est le pire. Oui, c'est ça pour dire là, évite là. Il faudra une icône râteau qui s'affiche sur le smartphone. Arrête. Préventif 5 secondes avant. Envoyez le message. Non, laisse tomber, on va pas l'envoyer. Juste au moment où tu avales le tic-tac, tu sais. Pardon. Bon, il pourrait se reconvertir alors. Cédric, chez Outscale, c'est un peu dans vos valeurs aussi, j'imagine. Alors, il y a la partie sécurité, comme je disais tout à l'heure, hein, pour autant qu'on essaie de montrer au maximum patte blanche sur le côté souveraineté, sur la certification de la façon dont on gère les données, la sécurité qui font partie de nos points importants. Hein, c'est des choses, enfin vraiment, la partie souveraineté, c'est notamment quelque chose qu'on met beaucoup en avant. Il y a un point qui est aussi assez essentiel, qui est ce côté réversibilité dont on vient de parler. Et c'est quelque chose où, en tant qu'utilisateur personnel, on ne fait pas forcément attention. Comment est-ce que je vais pouvoir récupérer les données que j'ai mises sur Facebook, etc. Alors que, à côté de ça, quand on a des clients en face de nous, c'est une des questions pour les utilisateurs d'informatique qui est essentielle. Et c'est un vrai argument, donc ce côté réversibilité, interopérabilité, qui est de dire, OK, aujourd'hui, je viens chez vous parce que j'ai une promesse sur le service que vous allez me rendre, etc. Mais demain, peut-être que il va se passer quelque chose qui fait que j'aurai besoin d'un deuxième partenaire, un deuxième prestataire, que je vais vouloir partir, et donc que je vais avoir besoin de récupérer mes données. Et c'est quelque chose qu'on doit mettre en avant, qu'en tant qu'entreprise qui fournit un service lié à Internet, on doit être capable de dire voilà comment demain vous serez capable de récupérer vos données, et même de comment est-ce qu'on fait pour fonctionner de la même façon que d'autres opérateurs, pour que finalement vous ayez les mêmes outils, la même façon de fonctionner avec nous comme avec d'autres grands acteurs. Parce que c'est vraiment un point qui est essentiel pour les utilisateurs professionnels, et malheureusement c'est vrai qu'on se rend compte que ça l'est peut-être un peu moins pour les utilisateurs personnels, mais il y a c'est encore un problème d'éducation, de dire vous n'avez pas confiance dans votre partenaire, vous savez qu'il faut faire attention aux données de votre entreprise, c'est de la propriété intellectuelle, c'est des processus industriels, c'est ce qui fait que vous êtes payé à la fin du mois parce que ce que votre entreprise fait a une vraie valeur. Prenez aussi conscience que d'un point de vue personnel, vous devriez avoir les mêmes exigences. Albert, est-ce que c'est un enjeu que les personnes, que les pays justement émergents prennent en compte, ou pas trop encore justement ? Alors, ça dépend des pays. D'abord, il n'y a pas que des démocraties.
Et quand un pays n'est pas une démocratie, comment vous expliquez l'intérêt de gérer la donnée pour les gouvernements? Je n'irai pas plus loin, mais c'est un vrai sujet. Ah non, mais Facebook va en Chine, là, tout va bien. Mark Zuckerberg me l'a dit, bon, la censure, c'est pas un problème. Bon, on n'arrive pas à trouver les fausses news des vraies news, non, mais par contre, supprimer les vraies news, ça, on sait le faire. Hein. Absolument. Ouais, dans les pays émergents, c'est assez contrasté. Nous, on est en train d'essayer de se déployer dans ces pays-là. Et en fait, on a bâti un partenariat avec Quant. Vous connaissez tous le navigateur de Quant qui a cet avantage. Moteur de recherche. Merci de me corriger. Heureusement qu'il y a des experts dans le domaine. Moteur de recherche Quant qui a, entre autres avantages, celui de ne pas s'intéresser à vos données. Hein, donc de respecter vraiment la vie privée. Et donc on est en train de préparer le lancement du premier moteur de recherche frugal pour pays émergents, justement pour tous ces endroits où les personnes n'ont pas envie qu'on prenne leurs données. C'est intéressant de voir que dans les pays émergents, en Afrique en particulier, ou en Afrique du Nord, les citoyens sont plus soucieux de savoir qu'on ne va pas pouvoir suivre ce qu'ils font que les gouvernements. Et qu'il y a un hiatus qui est de plus en plus grand, évidemment. Et on l'a vu lors du printemps arabe, par exemple, hein, où il y avait vraiment un écart de plus en plus grand entre la volonté de contrôler d'un côté et la volonté de laisser faire de l'autre. Nous, on est plutôt du parti qu'il faut donner accès à un maximum de personnes et essayer de respecter un peu plus la vie privée. Mais bon, chacun fait comme il veut. Je pense qu'on va passer aux questions-réponses. Moi, j'aurais peut-être juste une dernière question avant de laisser la voix au public. Alors, on a parlé de sécurité, on a parlé de décentralisation. Voilà, on a abordé quand même plusieurs sujets. Si vous aviez chacun un sujet qui est vraiment le plus important pour vous et sur lequel tout le monde devrait se pencher pour l'avenir des réseaux, ce serait lequel? Par exemple, vous, Cédric. Voilà, c'est dur là. Pour moi, vraiment, le réseau, le réseau en tant que tel, finalement, c'est l'endroit où passent les messages. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a au bout du réseau. Donc l'interconnexion entre les gens, entre les machines, et c'est s'appuyer sur ça. Pas oublier que au-delà de toute une infrastructure qui va me permettre de communiquer avec des gens, avec ma famille, etc., c'est un vrai outil qui va me permettre d'aller plus loin, qui va me permettre d'avoir un accès à de l'innovation, même si je suis perdu au fin fond d'une campagne. C'est vraiment cet accès-là. C'est un lien au-delà d'un lien entre les personnes. C'est aussi un accès à la technologie qui va me permettre de réfléchir local, mais d'avoir peut-être un impact qui va être plus global. C'est vraiment ce point-là. Merwan, par exemple, pour vous, c'est quoi l'enjeu le plus important de l'avenir du réseau? Moi, je pense que c'est directement, et on a quasiment une équipe de 25 personnes qui est dédiée sur ça, c'est l'impact de l'intelligence artificielle sur les réseaux. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que ça arrive plus vite que prévu, qu'on arrive effectivement à créer maintenant, à travers des techniques de machine learning et de deep learning, des entités qui arrivent à contrôler des réseaux qui se gèrent quasiment automatiquement. Alors, il y a un enjeu éthique, un enjeu derrière, et d'ailleurs Obama a fait dans Wired récemment des propositions. Je pense qu'on n'est pas encore conscient en France de l'importance et de la rupture que l'intelligence artificielle va ramener sur le développement bien sûr d'Internet, mais dans les réseaux complètement. Quasiment tout du téléphone, là globalement sur un téléphone, on peut identifier si c'est vous qui l'avez ou non et on peut le loquer. Parce qu'il y a des capteurs, et donc on peut qu'à partir de votre signature, si quelqu'un d'autre prend votre téléphone, on peut le loquer directement. Les apps sont displayées de manière quasiment intelligente en fonction de la personne. Donc vous avez un display de app le matin qui est différent de l'après-midi, parce qu'on sait que le matin, l'après-midi, vous regardez Facebook, le matin, vous faites autre chose. Au niveau des box, des réseaux, on commence, et Netflix a été un des moteurs sur ça, à préloader des films déjà dans votre box pour avoir de la qualité de service en sachant déjà quels sont les prochains films que vous allez voir. Alors ça encore, on a des gens d'algorithmiciens qui le font, mais le réseau commence déjà à auto-apprendre. Donc l'intervention humaine devient de plus en plus absente. À un moment donné, il faut se poser la question, quand les machines commencent à prendre un petit peu possession des réseaux qui sont autour de nous, quelle est notre position, nous-mêmes, de choses qu'on a créées, et également la capacité, effectivement, d'arrêter quelque chose qu'on a mis en place. Alors, les gens vous parlent de monstre qu'on est en train de développer, on n'en est pas là quand même, mais quand même, l'intelligence artificielle fait, en tout cas,
réfléchir beaucoup de personnes et commencent à être une partie prenante des réseaux. Et les gens ne voient pas que les réseaux deviennent intelligents. Pas intelligents avant en disant effectivement c'est intelligent parce qu'on a des éléments qui s'auto-configurent. Non, non. C'est le réseau qui commence également à tout faire tout seul. Donc quasiment à s'auto-healer, à s'auto-organiser. Et ça, je pense, c'est une des prochaines ruptures qui va arriver bientôt sur lesquelles il faudra se pencher. Et les algorithmes sont déjà bien avancés, hein, il faut le savoir. C'est-à-dire bientôt, parce que ça, dans 5 ans. Alors, mon avis, je pense qu'on est à l'horizon 2023-2025. 2023-2025, où on a effectivement une capacité déjà d'avoir ce qu'on appelle des telecom brains, des cerveaux, comme Google avait fait pour le Google Brain, des projets de ce type-là. On a plein de ce type-là, où effectivement on a des réseaux complètement capables de comprendre, de faire eux-mêmes fonctionner un réseau. Et donc l'intervention humaine devenant de moins en moins prégnante, il faut se poser les questions des guidelines qu'on met, parce qu'il faut définir des règles, hein, parce que c'est ça, à un moment donné, où on se dit, bon, il y a des robots, il faut qu'on définisse un petit peu l'aspect. Et je pense que ça, c'est une des prochaines ruptures à laquelle les gens... On est au courant, c'est bien que l'intelligence artificielle va arriver, etc., mais ils ne le voient pas aussi rapidement. Alors, ils le voient sur l'automobile, ils disent « Ah ouais, les voitures connectées, c'est sympa, c'est beau, etc. etc. » Mais on est au-delà, là. On va effectivement sur tous des réseaux qui deviennent complètement intelligents, quoi. Voilà. Albert, réduction de la fracture numérique, j'imagine que c'est votre enjeu principal. C'est pareil, ça va mettre des années. Oui, ça va prendre du temps. Mais en fait, pour nous, ce qui est important, c'est effectivement de permettre à l'ensemble de l'humanité de pouvoir un jour avoir accès à la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie qui est Internet. Sauf qu'elle, en plus, elle est interactive et en temps réel, ce qui n'était pas le cas de la bibliothèque d'Alexandrie elle-même. Parce que la différence qu'il y a entre faire chacun dans son coin et faire tout le monde ensemble, c'est qu'on se focalise moins sur nos différences que sur ce qu'on fait ensemble, et donc on co-construit. Je pense que l'avenir de l'humanité est dans la co-construction. Et pour qu'il y ait une co-construction, il faut qu'on y mette tout le monde. Donc pour moi, l'enjeu principal, c'est ça. C'est de permettre à tout le monde d'avoir accès pour que tout le monde puisse amener sa pierre. De la même manière que chez nous, il y a des gens qui sont riches, des gens qui sont pauvres, et tout le monde doit amener son écho pour que l'ensemble de l'économie, l'ensemble du système fonctionne. Et bien sûr, la planète, c'est la même chose. Il y a des différences de niveau qui sont liées à l'histoire, qui sont liées à un certain nombre de choses. Eh bien, on a cette capacité, avec cet accès, de ramener ceux qui sont en bas, en tout cas de les aider, c'est pas à nous de le faire, de les aider avec des moyens pour qu'ils puissent eux-mêmes grimper beaucoup plus vite et qu'on ait ensuite une seule humanité qui fonctionne ensemble. Et ça, je pense que c'est vraiment vital pour nous. Alors sur ces belles paroles, on va très belles paroles, c'est un super... Moi, je peux pas en dire un petit mot là. Votre enjeu... J'ai pas arrêté de réfléchir là. Allez-y, votre enjeu, j'imagine que c'est la sécurité aussi. Non, ça va être plutôt l'éducation. Renseignez-vous. Vous dites pas que les choses sont faites et qu'on peut pas les changer, parce que j'imagine qu'ici, là, dans la salle, vous êtes dans les nouvelles technologies, et donc vous avez le pouvoir d'inventer des choses qui vont améliorer le monde. Donc il faut se poser plutôt des questions éthiques dans ce qu'on fait et dans les produits qu'on utilise, et pas céder à la facilité. Et parce que sinon on va se retrouver dans un monde qui, à mon avis, va pas être super, quoi. Parce que le jour où Mark Zuckerberg il dirige la planète, on va être bien dans le caca quand même. Moi, je me suis fait avoir parce que c'est Tristan m'a piqué. Non, je pense. Pour moi, c'est vraiment la notion de contrôle. Et la notion de contrôle, elle a différents niveaux. Le niveau, c'est amusant quand tu parlais finalement d'État totalitaire. On ne peut pas aujourd'hui penser que ceux qui ont accès à nos données aujourd'hui et demain vont être bien. C'est-à-dire, finalement, le gouvernement d'Obama a mis en place aussi des processus de contrôle qui, demain, vont être aux mains de personnes qui ont des idéologies complètement différentes des siennes. Il y a une notion pour moi qui est très importante, qui est le contrôle des autres, le contrôle, moi d'avoir le contrôle sur mes données, et également, et c'est là où je te rejoins, le contrôle de soi. C'est-à-dire que finalement, en tant qu'individu, il y a un moment, il faut que j'accepte de céder finalement, il faut que j'arrête de céder à la simplicité, parce qu'il y a des choses qui sont plus compliquées que d'autres, et finalement, c'est pas parce que c'est plus compliqué que c'est plus mauvais. Aujourd'hui, on a ce concept de dire il faut que tout soit simple, il faut que tout soit super rapide, il faut qu'il n'y ait aucun obstacle. Parfois, les obstacles sont là pour certaines choses, et c'est pas forcément mal.
De la même façon que si vous prenez l'ascenseur tous les jours ou l'escalator tous les jours plutôt que monter à l'escalier, c'est quelque chose qui est très bien d'un point de vue court terme, où finalement c'est bien, ça vous apporte quelque chose. D'un point de vue long terme, vous pouvez vous dire finalement le jour où j'ai plus d'ascenseur, je serai incapable de monter des escaliers parce que ça sera trop compliqué. Je pense que ça c'est la même chose, ici, de se dire je dois être responsable de mes actions pour les autres et pour moi. Alors, on va passer aux questions-réponses maintenant. Ah, il y a déjà une question en plein milieu. Non, mais j'en ai retrouvé un autre, donc là, c'est bon. Non, je t'en prie. Non, parce qu'on en a rien. On a beaucoup parlé donc, de sécurité, de données personnelles, d'éthique. On en parle parce que c'est notre vision à nous, on bosse là-dedans et tout ça. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit que probablement si on faisait un vote démocratique et qu'on demandait à l'ensemble de la population ce qu'elle en pense, avec le rien à cacher, on aurait potentiellement des résultats où effectivement la simplicité prendrait le dessus sur l'importance de conserver ces données personnelles et tout ça. Est-ce que dans une vision un peu dystopique, on ne pourrait pas imaginer un monde où on rentre dans un culte de la transparence, où les mentalités changent, où on arrive à effectivement partager toutes ces données personnelles, où il n'y a plus besoin de faire du big data pour les entreprises parce que de toute façon tout est déjà accessible, et où les échanges sont sécurisés avec de la blockchain, avec tout ça, et donc en fait que les inquiétudes qu'on aurait pourraient, avec des changements de mentalité et quelque chose, entrer dans un monde avec un vrai culte de la transparence qui soit ancré chez les gens dès leur naissance, quoi. Est-ce que c'est souhaitable ? Je dis, est-ce que ça peut arriver si la population aujourd'hui, avec l'avis qu'elle a dans des démocraties, sur à quel point les gens ont l'air pas concernés par leurs données personnelles et recherchent une simplicité et tout ça, est-ce que c'est pas quelque chose sur lequel en fait on pourra arriver et que ce soit le choix de la population au fond, quoi. Ça dépend beaucoup des cultures, en fait. Avant de parler si on peut y arriver, si on va dans différents pays, les gens n'ont pas la même culture par rapport à ça. C'est-à-dire que ce qui pour nous est difficile est plus facile ailleurs. Quand on va en Silicon Valley, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se fichent complètement de savoir ce qu'on fait de leurs données, et puis si tout est ouvert, ça leur pose pas de problème. D'être un produit ou d'être un consommateur ne leur pose pas de problème. Il y a d'autres pays où c'est insupportable. Donc il y a aussi cette donnée à mettre dans la question, c'est qu'on n'a pas une monoculture à ce niveau-là. Alors c'est un très bon roman à ce sujet qui est paru en français cet été, The Circle de David Edger, qui va justement dans ce... Bah, tu m'as volé le truc. Ouais. Ah ouais, désolé. c'est intéressant parce qu'au début... En français, c'est Le Cercle. Le Cercle, du coup, ouais, pardon. Côté bilingue. Non, mais moi, je l'ai lu en anglais. Hein. C'est en fait intéressant parce qu'au début, on se dit, effectivement, c'est super, c'est plus de démocratie, plus de choses, mais on n'a pas forcément conscience de ce que ça veut dire la transparence complète. Et alors, effectivement, c'est sûrement très culturel et il y a sûrement plein d'endroits où, effectivement, les gens sont de fait déjà très transparents, mais en tant que lecteur occidental plutôt ouvert, en me disant, effectivement, la transparence, plus de transparence en politique, ça serait génial. On se rend compte que la transparence, à un moment, j'aimerais bien que les autres soient plus transparents, mais moi, peut-être pas. Donc c'est vraiment voir jusqu'où on pousse cette question de la transparence. Alors, là-dessus, on peut lire Foucault, Surveiller et punir, donc philosophe français. Forcément, c'est moins sexy qu'un roman traduit en français, parce que Foucault, il écrit, mais c'est pas complètement du français non plus. Hein. Je peux en dire du mal, il est mort. Hein, mais... néanmoins, c'est quand même plus intéressant de lire Foucault que de lire Le Cercle. C'est certes moins pédagogique. En fait, en substance, il y a deux auteurs super. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de temps à perdre, il y a un TED Talk de Glenn Greenwald. Glenn Greenwald, c'est un journaliste américain qui est un des trois qui a travaillé sur les révélations de Edward Snowden. Au passage, il y a un film là qui est encore sur les écrans. Je vous encourage vivement à le voir. 2h10, c'est un film hollywoodien. Vous allez passer un très bon moment et vous allez comprendre une bonne partie du problème.
Et donc, Glenn Greenwald, dans son TED Talk, il explique que la surveillance de masse, c'est la surveillance de chacun. Donc, finalement, la transparence forcée, c'est un souhait de dictateur. Parce que dès lors que on sait ce que tout le monde pense, dit, etc., eh bien, on a le contrôle sur les gens. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une idée nouvelle, quand elle arrive, cette idée, elle n'est pas finie, elle n'est pas socialement acceptable, en fait. Surtout si elle est vraiment nouvelle. C'est-à-dire, si vous pensez comme tout le monde, ce que tout le monde a déjà pensé, on s'en fout, vous pouvez avoir une nouvelle idée, mais en fait, elle n'est pas nouvelle puisque tout le monde l'a déjà eue, et donc ça ne change rien. Mais si l'idée, elle est vraiment nouvelle, eh bien, vous n'allez pas oser l'exprimer. Pourquoi ? Parce que justement, elle peut changer. Et donc, vous allez, dans la vraie vie réelle aujourd'hui, dans une vraie démocratie, vous pouvez en parler à un copain, vous pouvez en parler dans un cercle restreint, affûter cette idée, voir ce qu'elle donne, etc. Et si elle est bonne, elle va être reformulée, elle va être retravaillée, etc. Et ça peut devenir quelque chose de puissant. Mais si vous ne pouvez pas commencer à la sortir parce qu'elle est socialement inacceptable, parce qu'elle n'est pas aboutie et parce qu'elle est trop nouvelle, eh ben, la société, ça va être une société de clones, quoi. On va plus penser. Parce que la société, elle a toujours évolué par des gens qui étaient à la marge. Et ils ont pu s'exprimer parce qu'il y avait cette confidentialité, cette capacité à affûter les choses. Donc s'il n'y a plus de capacité à faire émerger des idées vraiment novatrices, eh bien, on est de facto dans une dictature, la pensée unique absolue. Et juste, j'ai encore une fois dans ton sens, mais c'est vrai qu'il y a aussi une question finalement sur cette acceptation, et c'est un débat qui est super intéressant en ce moment sur ce qui se passe avec Snowden. C'est que finalement, et ça est un autre trait de la dictature, c'est la propagande. C'est que finalement, arriver à faire passer quelqu'un qui essaie d'alerter les populations sur un danger potentiel comme quelqu'un qui est contre la nation, il y a toute cette question de est-ce que Edward Snowden est un patriote ou non, c'est aussi quelque chose qui est très important, et on se rend compte que finalement il y a beaucoup de personnes aussi qui accepteraient la transparence, non pas pour la simplicité mais aussi par peur, et par une certaine propagande s'il y a des gens qui cachent des choses, c'est que ce sont des choses qui peuvent vous toucher et qui peuvent arrêter toute l'utilisation du terrorisme également dans la propagande. Il y a plein de trucs, il y a plein d'expériences dont je parle dans le bouquin, des expériences de psychologie et de sociologie, mais un exemple très simple. Suite aux révélations d'Edward Snowden qui dit « attention, la NSA nous surveille », eh bien, on a vu que les statistiques de consultation de certaines pages Wikipédia sur des sujets comme le terrorisme, le djihad, etc., avaient vu leur audience baisser. C'est-à-dire que dès lors qu'on se sent surveillé, on s'auto-censure et on ne recherche plus la page djihad de Wikipédia. Enfin, statistiquement, on la recherche moins. Donc on voit bien les courbes qui montaient comme ça, révélation de Snowden, et les courbes redescendent. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de prendre, entre guillemets, une balle perdue de la guerre contre le terrorisme, quand on se sait surveiller. Donc il y a indéniablement, statistiquement prouvé, mais aussi par des expériences, une autocensure du citoyen dès lors qu'il se sent surveillé. Et c'est pour ça que c'est l'arme des dictateurs, cette surveillance de masse. Alors, je suis désolée, on va passer tout de suite à la deuxième question, et la dernière question d'ailleurs, même parce qu'on a dépassé le temps de beaucoup. Pour ceux qui ont d'autres questions, vous pourrez poser vos questions aux intervenants lors de l'apéritif qu'on organise à l'étage. Alors, il y avait une deuxième question ici. Bonsoir, alors, j'espère que ma question va être à la hauteur, parce que c'est la dernière, je suis grosse pression. Merci beaucoup pour ce taux, pour ces échanges, parce que finalement, vous parlez de choses dont on parle assez peu, et qui mériteraient d'être un peu plus connues. Et Tristan, vous avez un tout petit peu grillé ma question, parce que je voulais en effet vous interroger sur l'éducation. Et ça tout le temps. J'aimerais bien en revanche vous entendre tous, si vous le souhaitez, et dire un petit peu qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que chacun soit au courant. On est nombreux dans cette salle, mais on est certainement encore plus nombreux dehors, pour que chacun soit au courant et au moins qu'il le fasse en conscience. Qu'on utilise en conscience, parce que beaucoup de gens sont finalement pas au courant de tout ce que vous avez dit là, de tout l'usage des données, de tout ce qui se fait, qu'en effet, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, et qu'on n'a pas finalement, on perd ce contrôle, mais on ne le perd pas en conscience.
est-ce que les gens ont vraiment envie d'être éduqués? Supposons que oui. Mais c'est là, on peut pas forcer les gens. Enfin, si, en dictateur bienveillant, je peux forcer les gens à prendre tous ces sujets en compte. Mais Tristan en parlait tout à l'heure sur Facebook. Ouais, j'ai pas de problème. J'ai cliqué sur. Tu veux tout ça? Ok, très bien, go. Mon téléphone Android me l'affiche. Il me dit attention, tu vas donner accès à ça. C'est pas caché. C'est pas sur. Effectivement, il y a plein de systèmes où on me le dit pas. Mais là, oui, en âme et conscience, j'y vais. Et c'est un sujet dont on parle quand même assez régulièrement. Donc, est-ce que les gens ont vraiment envie d'être éduqués? Je pense qu'il faut peut-être les forcer un peu. Si on veut. En fait, ça rentre dans le sujet de liberté contre sécurité. Il y a un moment, quelle est la barrière? Elle est psychologique et elle est culturelle. Jusqu'au moment où ma liberté commence à être atteinte et jusqu'au moment, à partir de quel moment est-ce que la sécurité devient plus importante que la liberté? Je crois que ça mériterait un débat juste là-dessus. Moi, je pense, rapidement, je pense qu'il y a déjà des choses qu'il faut pas mélanger. C'est le contexte qu'on appelle privacy versus security. Et donc, dans le contexte de privacy, ce qui est clair, et donc c'est les logiques big data, on est dans ça. Là, c'est une question d'argent. Il faut être clair. Je veux dire, la question qui se pose, et on la connaît également dans le monde des télécoms que je connais très bien, qui est le Wi-Fi, etc. C'est que dès le moment où les choses deviennent gratuites, où il y a un coût, globalement, on est prêt à faire le saut, de se dire, écoute, je suis prêt à perdre parce que c'est gratuit. Et on le voit avec le monde Wi-Fi où on se dit, bon, on n'a pas de qualité de service, c'est pas grave parce que de toute façon, c'est le monde best effort. Bon, vous savez pas ce que c'est, mais grosso modo, c'est dire, finalement, j'ai ce que j'ai dans le monde Wi-Fi, en termes de connexion. Si ça marche pas très bien, c'est pas grave. Mais parce que c'est gratuit, je m'en fous de toute façon, même si j'ai pas la bonne qualité. Dans les réseaux cellulaires, vous allez payer un certain prix parce qu'on va essayer de pousser cette qualité, pour les gens qui déploient des réseaux convenablement, pour essayer de le faire. Et je pense que ce contexte-là d'éducation, de se dire, dans la vie, il y a des choses qui ont un prix, quoi. Voilà. Et donc à partir de là, il faut savoir où on met le curseur en se disant est-ce que je suis prêt à avoir tout gratuitement et je mets ma vie privée complètement ouverte, ou je suis prêt à mettre le prix pour ça. Ensuite, sur le contexte sécurité, là, c'est une autre dimension. Et je pense qu'on est dans un monde, malheureusement, où il y a deux facteurs prédominants qui gèrent un petit peu le monde de la sécurité. C'est le premier de la mémoire. Je pense que, en tant que scientifique, je vois effectivement le gros pendant de tout ce qui a été discuté, de passwords, etc., c'est la mémoire. Le problème, c'est qu'on veut tous déporter notre mémoire vers des réseaux. On n'a pas une capacité éternelle de mémoriser des mots de passe ou les faire. J'ai des collègues, typiquement comme mon collègue vient de dire, je vais essayer de découper ça en 20 000 passwords et il va avoir de passwords. Très bien, il le fait, puis il crée un point doc et il met tous ses passwords dans le point doc et puis il le met sur Google Drive et il me dit, voilà, comme ça ensuite dès que j'ai besoin, je vais chercher tout ça dans Google Drive et il y a tout ce que je veux. C'est très bien, super. Mais en fait, finalement, quelqu'un a accès à ça, il récupère tout le fichier et il y va. Et je pense qu'on est dans une société où effectivement la mémoire va jouer un rôle prédominant et on n'a pas la capacité effectivement de mémoriser. Et c'est vrai que si on avait une mémoire infinie, c'est ce qu'on voudrait, il n'y aurait pas de souci. Alors, je préfère le découpage, etc. Et je pense, et le monde Internet, et on le voit également même avec les enfants, etc., commence à jouer moins en moins avec la mémoire. Parce que le monde dans lequel on vit fait qu'on se dit ce qui est important, c'est de trouver l'information, mais pas de la savoir. Enfin, pas de la connaître, parce que grosso modo, Internet le permet. Et ça, on le voit de plus en plus. Moi, j'ai été prof un certain temps, de voir effectivement les élèves qui n'ont plus de mémoire. Et donc, effectivement, si tu n'as plus de mémoire, à un moment donné, où va le monde? Et il faut quand même un minimum de mémoire. Nos sociétés font que, bon, globalement, on essaie d'enlever ça. Et on est humain, et tant que la mémoire ne va pas jouer son rôle important, on sera là. Ça, c'est le premier contexte. Le deuxième contexte de sécurité, pour moi, c'est l'énergie. La sécurité coûte de l'énergie. Je donne un exemple. Je travaille dans le monde de l'Internet des objets, en particulier à 5G. On veut des capteurs qui ont une durée de vie de 10 ans, enfouis par Veolia dans un coin pour pouvoir transmettre, qu'on ne rechange pas, etc. Bien sûr, tout le monde s'est orienté à faire des objets Internet. On ne peut pas faire de crypto sophistiqué. Dès qu'on commence à faire des systèmes de crypto sophistiqués, ça consomme. Et donc globalement, on est obligé de faire le minimum pour pouvoir assurer cette transmission, ce qui est normal. Il y a un gros problème de compromis de se dire j'ai des systèmes de plus en plus sécurisés dans lesquels il faut mettre en fait la complexité des protocoles de crypto, etc. Et d'un autre côté, une consommation qui est quasiment réduite et que tout le monde veut aussi. Donc on se retrouve dans ce compromis-là qui n'est pas facile. Et ça revient également au problème de l'écologie dont tu parlais, quoi. Voilà. Alors, on va s'arrêter là. On va vous laisser continuer la discussion là-haut.
Merci à tous en tout cas de nous avoir accompagnés ce soir pour ce dernier Meditalk de 2016. Je vous rappelle qu'on a rédigé un carnet de tendances sur le réseau qui vous sera tous envoyé par mail dans les prochains jours. Et je vous rappelle aussi que nous organisons le 17 janvier la Madi Keynote sur quatre thèmes en fait très innovants qui vont être la food, la santé, le divertissement et l'éducation. Donc je vous invite à vous y inscrire. Voilà, et on va vous montrer tout de suite d'ailleurs la vidéo sur la prochaine Madi Keynote. Mouton. Isolated. Dehumanization. Apocalypse. Prothèse bionique. Robot. Immortalité. Pagaille. Connecté. De plus en plus connecté. Grand. Plus grand. Globalized. Quoi? Immersif. Transhumanisme. Collaboratif. Espoir. Progrès. Possible. La vie